Hello! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, Chercheurs, auteurs en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à écouter, à regarder et à lire. Bonjour à tous, c'est Elsa pour Oliron la Caraïbe. Je suis ravie d'accueillir à nouveau Jean-Pierre Sainton. Bonjour, Monsieur Sainton. Bonjour, Madame Juston, bonjour. Bonjour, Oliron la Caraïbe. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que Jean-Pierre Sainton, vous êtes professeur des universités, aujourd'hui à la retraite, spécialiste de l'étude des cultures sociales et politiques caribéennes dans la période contemporaine. Depuis votre thèse, Les Nègres en politique, soutenue en 1997, vous avez notamment contribué à l'ouvrage collectif Histoire et civilisation de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles, structure et dynamique, prévu en 6 volumes, dont 2 sont parus. Vous avez également publié différents ouvrages, contributions, articles sur l'histoire politique antillaise, dont la décolonisation improbable, culture politique et conjoncture en Guadeloupe et en Martinique, 1943-1967, publié en 2012 aux éditions Jazor. Votre bibliographie est très riche. D'ailleurs, on précise à nos auditeurs et à nos auditrices qu'elle figure à la fin de ce podcast en description. Et donc, plus récemment, vous avez publié en 2021 une réédition de votre œuvre sur Rosan Girard, intitulée Rosan Girard, chronique d'une vie politique en Guadeloupe, aux éditions Atlantique déchaînées. Alors, dans un premier temps, pour ce nouveau podcast, est-ce qu'on peut revenir, Monsieur Sainton, sur le contexte de la libération des Antilles en 1943 et la fin du régime de Vichy en Guadeloupe et en Martinique? Quels en ont été, selon vous, les événements marquants? Alors, une première chose à rappeler à tous les auditeurs, à tout le monde, c'est que la guerre s'achève en Guadeloupe et en Martinique pour la Caraïbe avant même la libération de Paris. C'est-à-dire, elle s'achève pour nous en 1943, de façon formelle. En juillet 1943, l'amiral Robert, qui était qui détenait le haut commandement sur l'ensemble de la zone Antilles-Guyane, remet le pouvoir à Henri Opnaud, qui est l'envoyé de la France libre. Donc, à partir de juillet 1943, il n'y a plus d'administration vichiste en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Alors, le processus avait commencé par la Guyane, en réalité. C'était la Guyane la première qui, à la fois sous la pression de la population et puis aussi parce que l'administration hésitait depuis longtemps à savoir ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait rallier le général de Gaulle, rallier la France libre ou bien rester fidèle à Pétain? Donc, la Guyane s'est ralliée dans un premier temps. Les autorités françaises en Guyane, quand on dit la Guyane, les autorités françaises en Guyane, soutenues par des Guyanais, se sont ralliés à la France libre. Ensuite, ça a été le cas de la Martinique et celui de la Guadeloupe. Alors, dans quelles conditions? En Martinique, l'événement déclenchant sera la rébellion des militaires de Balata sous la conduite d'un commandant Tourté d'un commandant donc métropolitain qui s'appelait Tourté et qui somme en quelque sorte l'amiral Robert au ralliement. Donc l'amiral Robert se fait prier, il ne veut pas revenir sur sa parole donnée à Pétain, bref, mais en fait il accepte en quelque part de quitter le pouvoir. Alors, par contre, ce qui est important à préciser, c'est que cet événement militaire est précédé par plusieurs manifestations en Martinique même, pendant lesquelles la population, des hommes politiques, des jeunes, avaient demandé, s'étaient insurgés pour demander à l'amiral Robert de rallier le régime, enfin de rallier du moins la rébellion, c'est comme ça qu'elle est comprise, la rébellion de Gaulle. Un point quand même qui me semble important. Alors, la Guadeloupe, là-dedans, il n'y a pas eu ce fait, si vous voulez, mais il y a eu plusieurs faits. Au cours de l'année 1942, 1943 également, il y a eu plusieurs rébellions ponctuelles en Guadeloupe, des attaques de gendarmerie, et les gendarmeries postées ont descendu plusieurs personnes, des heurts, des tentatives de prendre les télécommunications. Donc, il y avait des réseaux résistants en Guadeloupe qui essayaient de soulever la Guadeloupe et de la faire rallier
rallier la France libre. Bon, ça n'avait pas marché, mais en attendant, si vous voulez, dans la foulée de ce qui se passe en Martinique, le nouvel envoyé de la France libre, Opno, va déléguer un de ses subordonnés pour également faire que Saurin remette le pouvoir en Guadeloupe. Donc voilà les conditions factuelles, enfin, si vous voulez, l'histoire, si vous voulez, de cette libération, mais une libération qu'on verra équivoque, très équivoque. On sait que la pénurie a particulièrement touché les Antilles. On parle souvent d'Anton Robert en Martinique et de Anton Saurin en Guadeloupe. Qu'en est-il après la libération et quelle est alors la situation économique des deux îles? Bien, alors il faut quand même se rappeler que nos territoires, nos pays, le système colonial même qu'elles vivent, qu'elles ont vécu, font que ce sont des îles qui sont structurellement dépendantes, c'est-à-dire que les importations, la nourriture vient de l'extérieur. Ce qui est produit sur place ne suffit pas quantitativement et qualitativement à couvrir les besoins quotidiens de la population. Prenons un exemple tout simple, hein. On sait très bien, surtout à ce moment-là, que notre alimentation est essentiellement à base de salaison, par exemple, pour les protéines, de salaison, d'huile, etc. Or, précisément, l'huile, les salaisons viennent de l'extérieur. Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, du coup, dans une situation, dans une conjoncture où la guerre existe en Europe, où les Antilles sont coupées de leur métropole, et ça, le mot n'a jamais eu autant de sens que pendant la guerre, les Antilles sont coupées de leur métropole, elles vivent sur elles-mêmes et ce qu'elles vivent, ce qu'elles produisent est notoirement insuffisant pour leur alimentation quotidienne et leurs besoins, couvrir leurs besoins quotidiens. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, c'est valable, ce qui est particulier. Bien sûr, les classes populaires en pâtissent davantage, mais on le retrouve à tous les niveaux, tous les échelons de la société, c'est-à-dire aussi bien les fonctionnaires que la classe moyenne, que la petite bourgeoisie. Tout le monde souffre de pénurie, au point d'ailleurs que beaucoup de gens de la petite bourgeoisie, qui avaient leur métier, je connais, c'est arrivé par exemple à mes parents, mes grands-parents du moins, se sont reconvertis, des gens qui étaient commerçants, qui étaient libraires, qui étaient commerçants, qui étaient négociants. Bon, ben, ils pouvaient acheter, se faire un canot et payer un canot. Eh ben, ils se devenaient patrons-pêcheurs, par exemple, ou agriculteurs s'ils avaient des terres à la campagne, etc. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui a frappé toutes les catégories de la population. Et principalement, ça a frappé davantage en Martinique qu'en Guadeloupe. Alors, pourquoi davantage en Martinique qu'en Guadeloupe? D'abord, la taille du territoire. Ensuite, le fait que les terres en Martinique sont davantage accaparées, occupées par un groupe social cohérent, donc qu'on appelle béquet en Martinique, et que et de façon globale, ces béquets ne lâchent rien, si vous voulez, globalement, hein, à part quelques exceptions près, pour la population. Donc ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison aussi, c'est que la Martinique est véritablement le siège administratif, politique, militaire de Vichy dans la Caraïbe et pour l'espace américain. Le commandement de Robert est en Martinique. Il faut se rappeler d'ailleurs que Robert n'est pas le gouverneur de la Martinique. Il y a un gouverneur en Martinique, il y a un gouverneur en Guadeloupe, il y a un gouverneur en Guyane, et l'amiral Robert est gouverneur général. Il couvre tout, mais en fait, c'est lui qui dirige concrètement la Martinique. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'on peut comprendre que la Martinique est vécue plus difficilement, plus douloureusement, au point même qu'en 42-43, il y a quasiment un risque de famine en Martinique. Et beaucoup de vieux Martiniquais se souviennent, c'est assez, enfin, pas amusant, c'est pas amusant a posteriori, mais en tout cas, c'est assez parlant que beaucoup de vieux Martiniquais qui ne connaissent pas forcément le créole guadeloupéen, il y a au moins un mot qu'ils connaissent, c'est poyo. Poyo, parce que c'était cette banane verte, une espèce qui était cultivée en Guadeloupe et qui arrivait de Guadeloupe sur la Martinique et qui a littéralement permis que des Martiniquais ne meurent de faim pendant la période Robert. Et d'ailleurs, ça a été traumatisant. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui, il y a ces bellets, par exemple, un bellet, mangez pas sans l'huile, mais pas mort.
Bon, donc, si vous voulez, c'est resté dans la mémoire martiniquaise comme quelque chose de particulièrement traumatisant. Alors, la libération qui intervient en 1943 ne liquide pas naturellement de façon d'un coup de baguette magique la pénurie, les difficultés économiques. Bien sûr, les livraisons reprennent, les échanges reprennent, pas avec la France, les échanges reprennent avec les États-Unis qui avaient tenu les Antilles un petit peu sous cloche. Les Antilles, c'était la question du ravitaillement, était en quelque sorte utilisée par les Américains pour faire pression sur l'amiral Robert pour qu'il rallie les Anglo-Américains. Et les Anglo-Américains espéraient que la population martiniquaise et guadeloupéenne se soulève, parce que tout leur intérêt était effectivement de récupérer, de prendre la Guadeloupe et la Martinique pour finalement avoir les dernières touches, si vous voulez, de cette couverture insulaire de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud qui leur permettait, en cas de guerre, en cas de conflit naval, notamment par les sous-marins allemands, c'était pas un pur fantasme, hein, c'était une réalité de la Deuxième Guerre mondiale qui leur permettrait d'avoir un premier barrage face à la guerre. Donc, les Américains reprennent les ravitaillements, mais la situation ne se stabilise pas tout de suite. Bien sûr, la guerre, nous sommes toujours en guerre, nous sommes 43, 44, 45, nous sommes toujours en guerre, et les produits arrivent mal, arrivent peu, toujours en faible quantité, toujours très cher, et en même temps, la population qui s'est soulevée, qui a en fait vu le départ de l'amiral Robert, le départ des marins de la Jeanne, le départ de toute cette administration qui était une administration vichysoise, raciste et une administration d'occupants, si vous voulez, cette population aspire à vivre mieux. Et il y a eu une formidable, mais nous en parlerons tout à l'heure sans doute, une formidable aspiration au mieux vivre, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, aspiration qui est très visible aussitôt le départ de l'amiral Robert en juillet 1943. Alors, on comprend très bien pourquoi vous utilisez le terme de misère dans votre ouvrage La décolonisation est probable pour parler de cette période-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pourquoi ce terme, en fait, qui est quand même fort? Ah ben, ce terme bon, d'abord parce que, si vous voulez, alors, comment la guerre trouve les Antilles? Comment la guerre trouve la Guadeloupe et la Martinique? Miséreuse. Les Antilles sont miséreuses. J'aime à citer tout simplement le cahier de notre pays natal, hein, de Césaire, que je confronte, nous en parlerons tout à l'heure, que je confronte avec, Girard n'a pas écrit à l'époque, mais Girard a confié ses impressions, ses souvenirs, puis les premiers articles de l'Étincelle. C'est, par exemple, pour reprendre Girard, hein, c'est la Guadeloupe, c'est un bobo, c'est une plaie. Et nous trouvons exactement cette même description très forte dans le cahier de notre pays natal. Donc les Antilles, ce sont les Antilles de misère avant la guerre. Et cette misère s'est accrue pendant la guerre. Elle s'est accrue pendant la guerre euh, par le fait des pénuries. Ça a renforcé, disons, un système qui est structurellement un système qui ne vit pas sur lui-même et qui a été coupé de l'extérieur. Pas d'approvisionnement de la métropole, pas d'approvisionnement ou des approvisionnements ponctuels des États-Unis parce que les États-Unis font pression. En même temps, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste le débrouillardisme, il reste la contrebande. Alors, la contrebande, par exemple, ben, le débrouillardisme, c'est des gens qui changent de métier, qui vont vers la mer. La mer offrait davantage de possibilités que la terre. Beaucoup de gens se sont reconvertis ou se sont convertis en étant des marins pêcheurs, etc. Nous n'avons pas, contrairement à la Guyane, nous n'avons pas des territoires qui nous permettent de vivre de la chasse, des produits de la forêt. Nous avons essentiellement que la mer. La mer a repris toute son importance. Il ne faut pas penser que la mer a été servie seulement à la dissidence. Elle a servi à la survie, sel, poisson, etc. Mais elle a servi également aux échanges, à la contrebande. Avec qui? Avec les pays, comme nous disions, anglais, c'est-à-dire Dominique, Sainte-Lucie, Antigua, Antigua pour la Guadeloupe, Dominique pour les deux pays, Sainte-Lucie pour la Martinique en plus. Donc, vous avez donc une débrouillardise d'abord. Une débrouillardise. Deuxième aspect, la contrebande. Alors, la contrebande, c'était quoi la contrebande? La contrebande, c'est acheter et vendre. Mais acheter et vendre, qu'est-ce que pouvaient donner, vendre les Guadeloupéens et les Martiniquais?
ce qu'ils pouvaient avoir. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir que les autres n'avaient pas? Mais parfois, c'était des petites catégories de gens, par exemple, les gens qui travaillaient autour des usines, qui pouvaient trafiquer du sirop, du sucre. Lorsqu'on regarde les, les gens, par exemple, qui sont détenus par les marins de la Jeanne, qui sont poursuivis par la police de l'amiral Robert et qui sont mis en justice, ce sont des gens qui ont commis parfois des larcins, parfois des petits trafics pour survivre et à partir de là où ils étaient, à partir de leur poste, par exemple, autour des usines, de trafiquer du sucre avec les îles anglaises contre des produits d'autres nécessités, par exemple des produits en conserve. C'est à ce moment-là que véritablement les Guadeloupéens et les Martiniquais rentrent dans l'ère de la conserve. Ils la connaissaient déjà un peu, mais c'est là qu'elle va se développer, sardines, beurre salé, etc. C'est à ce moment-là que les conserves euh, en boîte en fer blanc vont se développer, lait en poudre et autre chose. Donc, alors, la misère, elle est réelle, pénurie, difficulté d'approvisionnement, disette quasiment, surtout en Martinique par rapport à la Guadeloupe, et donc par conséquent un sentiment très fort de souffrance. Alors, nous allons parler tout à l'heure de l'aspect politique, de l'aspect idéologique, mais il y a cet aspect matériel. Alors, d'autant plus que même si l'économie est en quelque sorte en panne, qu'il n'y a pas d'exportation, notamment d'exportation de sucre, le travail continue. Les stocks s'accumulent, le travail continue, et le travail continue dans des conditions, nous le verrons tout à l'heure, extrêmement, disons, défavorables à la masse des, de ceux qui travaillaient déjà dans les habitations et pour les propriétaires. Très bien. Alors, on arrive maintenant à cette après-guerre, à cette période d'après-guerre et à la suite de cette période vichiste qu'on vient de décrire en détail. En quoi peut-on dire que Rosan Girard en Guadeloupe et Aimé Césaire en Martinique, si on ose la comparaison, sont les principales pierres de la reconstruction politique dans les deux îles? Alors, oui, alors, on peut le dire, mais il ne faut pas totalement assimiler les situations ni assimiler les personnages. Rosan Girard et Aimé Césaire ont beaucoup de points communs, notamment par exemple leur âge. Ils sont nés la même année. J'aime à comparer un peu leur trajectoire et surtout, si vous voulez, leur culture générationnelle. Ils sont nés en 1913, tous les deux. Donc, ils font à peu près leurs études au même moment. Ils se connaissent pas. Hein, ils ne se sont pas rencontrés avant l'Assemblée nationale, peut-être pour le dire très rapidement. Mais ils ont quasiment, sans doute, fréquenté à peu près les mêmes lieux, ont fait leurs études à la même période, c'est-à-dire dans les années 30, pendant la montée, toute la montée du fascisme et du nazisme et la montée des périls en Europe dans les années 36. Ils sont retournés aux Antilles à la même période. Ils sortent de milieux à peu près similaires, c'est-à-dire de milieux, disons, de petite bourgeoisie émergente du peuple. Ils ne sont pas des hommes de la ville, ils sont tous les deux des hommes des communes. Rosan Girard du Moule, Aimé Césaire de communes du Nord, de la Martinique. Bon, euh, voilà leurs points communs. Et puis, ils sont tous les deux, si vous voulez, des personnages qui sont de gauche, puisqu'ils ne sont pas nés militants, ils ne sont pas nés dans une culture politique extrêmement militante jusqu'à leur propre action. Ils deviennent communistes sur le tard, à peu près d'ailleurs à la même période. Rosan Girard était d'idées communistes, fréquentait les communistes, mais comme sympathisant quand il était étudiant. Césaire aussi, mais relativement peu. Il s'investissait plutôt dans l'action culturelle, comme on le sait. Et quand ils retournent, également, ils sont de gauche. Ils ont des idées de gauche, si vous voulez, mais ce ne sont pas des militants. Césaire ne prendra sa carte et ne se rapprochera du Parti communiste ne prendra sa carte véritablement qu'en France, c'est-à-dire au moment où il est député. Mais il est déjà député maire et député communiste, conseiller général, député communiste, avant que d'être formellement au Parti communiste. Nous y reviendrons. Rosan Girard, c'est un peu la même chose. Rosan Girard, il est d'idées communistes, mais ce qui l'intéresse, c'est de se mettre au service de son pays, de son peuple, comme médecin. C'est un médecin. Et, il est pourtant interpellé par l'action politique, par un communiste d'idées qui s'appelle Sabin Dugados, qui va lui demander de l'aider à créer un parti communiste.
il va refuser parce que c'est pas son truc dans un premier temps. Et c'est seulement lorsqu'il sera, disons, poursuivi par Saurin, le gouverneur de la Guadeloupe, le gouverneur vichyssois de la Guadeloupe, qui va l'emprisonner pendant 2 mois, 3 mois entre 42 et 43, qu'il va basculer et qu'il va accepter de faire cet outil, si vous voulez, qui serait pour eux un outil de libération. Alors voilà où il y a la convergence. Autre différence quand même, différence maintenant, c'est que Rosan Girard est fondateur d'un parti. Césaire ne l'est pas. Césaire ne l'est pas. Césaire, en fait, se rapproche du Parti communiste. Le Parti communiste existe déjà depuis avant-guerre, depuis les années 20. Il y a déjà une tradition communiste en Martinique. Il y a des leaders communistes. Il y a des dirigeants qui sont d'ailleurs populaires, des gens comme Bayardin, des gens comme Gracian, des gens comme Bissol lui-même, des gens comme Ménil, bon, disons intellectuels. Donc, Césaire, lui, il va se rapprocher des communistes jusqu'à être, à un moment donné, leur figure de proue. Rosan Girard, lui, il va fonder un parti communiste. Et ça va déjà expliquer beaucoup de choses après sur ce que sera leur divergence. Mais n'anticipons pas. Le rôle en 46, le rôle, c'est un rôle de leader charismatique. Les Antilles avaient sans doute besoin à ce moment-là de leaders en qui ils pouvaient carrément, si vous voulez, remettre dans leurs mains leur destin politique. Et c'est assez frappant à quel moment Césaire émerge comme leader en Martinique. Il émerge avec cette fameuse conférence du Selectango. C'est à ce moment-là qu'il émerge. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il est il est le symbole exactement contraire à ce que la Martinique venait de vivre. Un jeune nègre, noir, pas mulâtre, hein, c'est un jeune nègre noir qui manipule le français, qui élève l'esprit, qui élève les âmes, qui fait preuve de courage face à l'administration, même si Césaire en réalité n'avait pas beaucoup résisté sous Vichy. Mais en fait, dans les derniers temps, qui s'était opposé à l'Église, à Monseigneur Varin de la Blumendière, qui s'était opposé à l'amiral Robert, et donc, par conséquent, qui porte les espoirs, les espérances, mais aussi tout ce que la société martiniquaise, la majorité de la population de Martinique, voit comme avenir. Et l'aspect intellectuel de Césaire, la maîtrise que Césaire avait des lettres, de la culture classique, va lui assurer également, va faire passer la pilule du communisme auprès de certaines catégories de Martiniquais. C'est-à-dire qu'il sera mieux accepté. Si oui. C'est sûr d'ailleurs, Gratien va comprendre quand Gratien va lui laisser la première place, mais tout à fait volontairement, à la conquête de la mairie de Fort-de-France. Parce que normalement, le candidat normal, légitime, automatique, on aurait dit obligé, aurait été Gratien. Mais Gratien lui-même va céder la place à Césaire parce qu'il pense que Césaire est l'homme de la situation. En Guadeloupe, Girard va être le leader. Il était connu comme médecin populaire, comme médecin de campagne, mais il va être le leader grâce à ses qualités, j'allais dire, de tribun, grâce à son charisme personnel. Mais là aussi, en Guadeloupe, il y a un groupe, toute une catégorie de jeunes de la classe moyenne, pharmaciens, instituteurs, professeurs, médecins, avocats, qui vont quasiment se sentir obligés de se mettre au service de leur peuple pour la régénération de leur peuple. Ce thème de la régénération est important. Alors, justement, on a beaucoup parlé d'Aimé Césaire. Il s'est engagé en politique après un séjour de 6 mois en Haïti. Selon vous, quelle influence aurait eu ce séjour dans son engagement et dans ses choix politiques? Alors, tout porte à conclure, aussi bien ce que Césaire en a dit lui-même que le travail que nous pouvons faire sur les sources, sur le recoupement des différents témoignages. Ce voyage en Haïti a été pour Césaire de plusieurs mois une très forte expérience. Une très forte expérience
parce que ça l'a mis directement en contact avec un des grands mythes. Je dis le mot mythe, mais au sens positif du terme, au sens objectif du terme. Ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Un des grands mythes antillais, c'est-à-dire le mythe haïtien. C'est-à-dire le mythe haïtien dont il avait déjà parlé dans le cahier. Haïti, l'aisance du mystère, Haïti, là où la négritude se mit debout pour la première fois, si on se souvient de ce que Césaire en avait dit. Donc ça a été une très forte rencontre, mais une rencontre en même temps ambiguë, parce que Césaire le dira après, il avait vu en Haïti à la fois la grandeur du passé, mais la misère du présent. Misère du présent, pas simplement du point de vue économique, du point de vue, disons, de la subsistance, du point de vue de la décence, j'allais dire, sur les conditions de base de l'existence, mais il rencontrait un, un égoïsme de classe auquel sans doute il n'était pas préparé, auquel sans doute il ne pensait pas que ça puisse exister entre noirs, entre nègres. Il en rencontrait donc un égoïsme de classe, un égoïsme de la bourgeoisie haïtienne, de la bourgeoisie noire et métisse d'Haïti. Il rencontrait quelque chose où il voyait une classe qui était complètement déconnectée de son peuple, de la majorité de son peuple, et un pays aussi isolé sur la scène internationale. Il faut bien voir que Haïti, avant-guerre, sort d'une l'occupation américaine. Après-guerre, elle est encore miséreuse et elle se morfond, elle se déchire déjà dans ses troubles politiques. Et là aussi, Césaire, c'est son deuxième choc. Le deuxième choc de Césaire, c'est dès ce moment-là de penser qu'il ne fallait pas que la Martinique soit comme Haïti, qu'il ne fallait pas que la Martinique devienne comme Haïti, et qu'il fallait trouver une voie qui permette de concilier à la fois décence, j'allais dire décence et dignité, et fierté, décence, dignité, fierté et développement. Enfin, le mot développement n'est pas à la mode à ce moment-là, mais c'est ce que l'on comprend. Et donc, voilà, à mon avis, le premier choc. Le deuxième choc aussi, c'est qu'à son retour d'Haïti, ce choc a été si fort, on peut passer à la petite histoire. Beaucoup de gens disent, par exemple, Césaire avait tendance à zézayer, à hésiter, à être quelqu'un d'assez timide, d'assez très modeste. Il prend beaucoup plus d'assurance à son retour en Haïti. Il ne zésait plus. Il parle avec une voix beaucoup plus forte. C'est à ce moment-là qu'il fait cette fameuse conférence, d'ailleurs, au Select Dango, qui va révéler son charisme. Le charisme existait déjà mais pour qui? Pour les petits cercles, les cercles de lycéens, au lycée Schellcher. Mais là, Césaire va voir son charisme, disons, fleurir au niveau de la population et véritablement, les gens vont le porter sur le pavois et il va également conclure qu'il n'y avait plus d'alternative. L'heure était venue pour lui de se ceindre les reins comme un vaillant homme, comme il l'avait dit lui-même dans le cahier d'un retour au pays natal. De son côté, Rosan Girard s'impose d'emblée comme le leader du mouvement communiste guadeloupéen. Comment cela s'explique-t-il à votre avis? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même une opinion favorable au communisme, en Guadeloupe comme en Martinique. Nous n'avons pas assez insisté là-dessus, n'oublions pas. L'opinion publique est très favorable au communisme, à l'idée communiste, avant de connaître les communistes véritablement. Et c'est surtout valable pour la Guadeloupe, puisqu'il n'y avait pas de parti communiste en Guadeloupe avant la guerre. Donc, favorable à l'idée communiste, favorable à l'URSS, favorable au PCF, favorable à Staline, à l'armée rouge. En fait, on un petit peu les grands symboles de l'URSS et du communisme en guerre contre le fascisme, contre le nazisme, qui est pour les Antillais, et c'est vrai, qui est la quintessence même du racisme. La quintessence même du racisme anti-nègre. Donc, parce que bon, nos populations, et particulièrement la fraction la plus lettrée de notre population, savaient très bien ce que le nazisme voulait dire, ce que Hitler voulait dire, ce que Mein Kampf voulait dire. Et donc, ça n'avait aucune commune mesure avec le racisme dont ils pouvaient être victimes, le racisme paternaliste, dont ils pouvaient être victimes sur les habitations. Ça n'avait aucune commune mesure, même avec le racisme
de l'administration française. Ça n'avait aucune commune mesure, même avec le racisme des Américains dont ils avaient entendu parler également. Enfin, si, peut-être, il y a les lynchages quand même. Mais là, c'était le mépris total, si vous voulez, la vision génocidaire que les Antillais vivaient à travers Hitler. Donc, il était absolument normal qu'il y ait cette mobilisation, si vous voulez, essentiellement anti-nazi, antifasciste, et là aussi, donc, le communisme d'une part, la négritude debout incarnée par Césaire, d'autre part, étaient les symboles vivants de ce redressement, de ce drapeau, de cette avancée. Voilà ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, dans les faits, c'est un raz-de-marée communiste dans les deux îles. Hein. Dans les deux îles, les premières élections qui surviennent donc en 1945 sont des raz-de-marée électoraux. Les communistes l'emportent, sont majoritaires, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Alors, plus en Martinique d'ailleurs qu'en Guadeloupe. Bon, c'est dû au fait qu'ils existaient déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais également au fait qu'en Guadeloupe, il y avait un parti quand même qui était important, qui était le Parti socialiste, et il y avait une personnalité forte face à Rosan Girard, c'est la personnalité de Paul Valentino, qui était le principal résistant en Guadeloupe, qui avait été d'ailleurs envoyé au bagne en Guyane pour ses faits de résistance par l'administration vichysoise, alors qu'en Martinique, il n'y a pas tellement d'alternatives. Les individus les plus connus, Sévère, ancien maire de Fort-de-France, bon, arrête, hein, sort de la scène politique. Et puis, et un autre grand qui sort de la scène politique, c'est la Gosilière. Et la Gosilière sort de la scène politique par la petite porte, il faut bien le dire, à ce moment-là. Donc, voilà un petit peu la configuration. Un parti nouveau en Martinique, avec des figures, avec des responsables, avec quelqu'un qui sera bien vite une figure de proue, mais pas forcément le premier responsable politique, mais la figure de proue, le commissaire, en quelque sorte, le commissaire du peuple, au sens césarien du terme. Et puis, en Guadeloupe, un parti masse, un parti un peu plus fouillis, mais avec un leader charismatique, Rosan Girard, dont alors, le charisme sortait bien sûr de ses propres qualités, mais aussi de peu de l'aura de sa mère. Je l'explique dans ma biographie, qui était une gadette Zafet, c'est-à-dire qui était une voyante. D'accord. Et donc finalement, on arrive à la loi du 19 mars 46, la fameuse loi hein, qui fait des vieilles colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion des départements français. Alors, du point de vue de l'État, en quoi cette loi serait une proposition de l'État qui s'intégrerait dans une stratégie plus globale de politique extérieure? Alors, juste pour vous répondre de façon exacte, hein, j'ai toujours quelques scrupules, quelques précautions méthodologiques à employer le terme du point de vue de l'État. Parce que l'État, c'est une machine, mais c'est une machine avec des gouvernants à un moment donné, etc. Or, qu'est-ce que l'État français en France à ce moment-là? L'État français, c'est un État en pleine reconstruction, qui est en train de se reconstruire. J'allais dire qu'il est en train de se reconstruire vraiment, qui est en train de se libérer. La libération de Paris, c'est 1945. Donc, la fin de l'année, fin de l'année 1945. La libération de la France, c'est la fin de l'année 45. Et puis la guerre. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une première chose, c'est que l'État est en pleine reconstruction, la France a été occupée, son économie a été pillée, son économie est désorganisée, la France est également divisée, il ne faut pas oublier que quand même une grande partie des Français ont collaboré tout à fait consciemment hein, avec l'Allemagne, d'autres ont collaboré sans vouloir le faire, mais en étant obligés de le faire, etc. Donc, si vous voulez, vous avez un pays profondément divisé, et puis vous avez en même temps un pays qui a une revanche à prendre, qui a à se réinstaller sur la scène européenne, sur la scène mondiale, qui a réinstauré son économie.
Et donc, de ce point de vue, si vous voulez, comment dire, des balises, il faut des objectifs. Les objectifs avaient été tracés, en réalité, dès la conférence de Brazzaville. Quoi qu'il faut accorder beaucoup d'importance à cette conférence qui s'était tenue donc en 1943 à Brazzaville, donc au Congo, qui est aujourd'hui le Congo-Brazza, hein, le Congo français, l'ancien Congo français, l'ancien Congo français. Et cette conférence qui s'était tenue sous l'égide des gaullistes avait été très ambiguë parce que à la fois elle manifestait une volonté ou un désir j'allais dire, de renouveler les formes de la colonisation, les formes de l'administration coloniale, de tenir compte du vent nouveau qui s'était déclaré et que les Américains, et d'une part, et les Soviétiques, d'autre part, pour d'autres raisons, appuyaient fortement, c'est-à-dire celle du self-government, de la voie vers le self-government, l'autonomie des peuples, respecter la souveraineté des peuples. On revient chaque fois aux mêmes problématiques de base, hein, c'est-à-dire ce qui avait déjà été la cause de la Première Guerre mondiale, a été celle de la Deuxième Guerre mondiale, je n'ose pas dire de la Troisième, où on est, mais enfin, la question de la souveraineté, du respect de la souveraineté des peuples. Les Américains, comme les Soviétiques, promeuvent cette solution. Les Anglais, bon, traînent les pieds, mais également, ils vont aussi parce qu'eux, ils ont été confrontés depuis l'entre-deux-guerres à la question de la libération des colonies, et notamment là où leur empire colonial était le plus fort, c'est l'empire des Indes. Donc, ils sont confrontés à ça et donc ils se résignent, ils traînent un peu les pieds, mais ils se résignent progressivement à cette décolonisation, à cette évolution vers le self-government. Et puis, il y a la France. Ben, la France, oui, on peut changer de toutes les choses, mais à l'intérieur de l'ensemble français. C'est ce que Brazzaville avait dit. Donc, de ce point de vue, l'État qui se reconstruit, pour répondre à votre question, se reconstruit dans une vision d'une France, d'un empire, certes rénové et donc plus égalitaire, mais absolument pas prenant la voie d'une sortie de l'empire, c'est-à-dire ni de l'indépendance, ni du self-government. Que ce soit pour les colonies africaines, pour les colonies, excusez-moi, asiatiques, je vous rappelle, et c'est frappant, la France sort de la Deuxième Guerre mondiale, elle provoque la guerre en Indochine, la première guerre en Indochine, c'est-à-dire la guerre avec l'ancien empire, son ancien empire du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine. Donc, par conséquent, la France, disons, s'écarte de toute voie possible à ce moment-là. Et alors, quelles étaient les autres alternatives? Soit les autres alternatives, c'était des alternatives d'une égalisation progressive de la situation des colonisés et des colonisateurs. C'est un vieux fantasme, c'est un vieux élément de la pensée politique française assimilationniste, assimilatrice, mais qui est, enfin, bon, on peut en parler, mais qui est complètement contradictoire dans son essence et qui, chaque fois, bon, ne va pas très loin, ne peut pas exister, ne peut pas aller jusqu'au bout, ou bien alors, si vous voulez, trouver des formes qui permettent de rester français tout en étant, disons, une colonie moins classique. Alors, c'est le code de l'indigénat qui est aboli en Afrique, c'est l'assimilation, la départementalisation pour les vieilles colonies que nous sommes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, plus la Réunion. Et c'est, mais par contre, c'est la guerre en Indochine. C'est la guerre en Indochine. Et c'est en fait totalement la répression en Madagascar et en Algérie, c'est-à-dire là où vous aviez un début de mouvement nationaliste. Il y a les événements de Sétif en Algérie, il y a les événements de Madagascar à Madagascar, qui montrent bien que la France n'est pas prête, si vous voulez, à aller vers une émancipation de ses colonies. Donc c'est le choix de l'État français. Disons, on pourrait dire même de la machine d'État français dans la mesure où les communistes, les socialistes, ceux qui étaient la gauche, se rallient à cette politique. Se rallient à cette politique, ou en tout cas ne la dénoncent pas fortement, y compris le Parti communiste français.
Après, il va parler de la sale guerre d'Indochine. Il va parler après de la sale guerre d'Indochine. Mais au tout début, il ne se dissocie pas du tout de la politique indochinoise et des orientations de la politique indochinoise du gouvernement sorti du CNR. Mhm. Et donc, si on revient à nos deux personnages clés, Aimé Césaire et Rosan Girard, quelles étaient leurs positions vis-à-vis de cette fameuse loi de départementalisation? Étaient-ils partisans étaient-ils partisans d'une assimilation intégrale? Alors, là, il nous faut pratiquement, si on veut être précis, si on veut être exact, si on veut être juste avec la mémoire de ces deux grands Antillais, euh, il faut quasiment faire une chronométrie de leur position. Alors, je vais commencer par Aimé Césaire. Aimé Césaire n'était pas assimilationniste. Quoi qu'on peut le dire, enfin, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, je pense que ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont étudié, le disent également. Aimé Césaire n'était pas assimilationniste en 1946, lorsqu'il, j'allais dire, emprunte les habits de l'avocat pour défendre et proposer, puisque c'est lui qui a été le rapporteur, euh, la loi d'assimilation. Euh, il ne l'était pas, mais il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas d'autre alternative. Et il était à ce moment-là relativement novice en politique. Il était quasiment novice en politique. Et disons que globalement, il a fait confiance au Parti communiste. Il a fait confiance à ceux qui étaient déjà au contact des masses martiniquaises, qui avaient déjà analysé les problèmes. Et par contre, ce parti communiste martiniquais, qui ne s'appelait pas encore Parti communiste, mais qui s'appelait la région martiniquaise du Parti communiste français, était profondément assimilationniste. Et l'était depuis sa naissance. Et non seulement l'était depuis sa naissance, mais avait encore réaffirmé, Gracian, président du Conseil général de la Martinique, réaffirme, le Conseil général prend une motion à la Libération pour demander, exiger même que dans les plus brefs délais, l'assimilation soit accordée à la Martinique. On ne disait pas d'ailleurs départementalisation. Hein. Le mot qui est aujourd'hui courant n'existait pas. Enfin, il existait dans la langue, mais il n'était pas utilisé. On disait assimilation, loi d'assimilation, et nous transformer en département. Hein. Et c'est de là qu'est venue la départementalisation. Donc, en réalité, Césaire n'était pas assimilationniste, mais pourtant, il va défendre la loi parce qu'il n'y avait pas d'autre perspective de son point de vue. Donc, il a fait confiance. Et là, il n'est pas tout à fait, effectivement, insincère lorsque, en 56, 10 ans après, dans sa lettre à Maurice Thorez, il va dire que c'est les communistes qui ont passé, quoi me souvenir des termes exacts, ont passé au cou de la Martinique le lasso de l'assimilation. Quand j'ai dit qu'il n'était pas tout à fait insincère en le disant, il n'était pas tout à fait insincère. Il n'est pas totalement, il n'a pas dit, il mentait par omission en quelque sorte. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est aussi une discussion qu'on peut avoir. Concernant Girard, alors Girard n'était pas non plus assimilationniste à ce moment-là. Mais en fait, Girard était assez un petit peu comme la Guadeloupe. La Guadeloupe avait une tradition, la culture politique guadeloupéenne à ce moment-là a une tradition autonomiste assez forte. Autonomiste assez forte. C'est l'autonomisme d'Achille René-Boisneuf. C'est l'autonomisme qu'a repris ensuite un peu un personnage et qui va le reprendre comme Valentino, alors que dans sa jeunesse, il avait combattu Achille René-Boisneuf. Il y a une tradition autonomiste en parole, j'allais dire. Hein, ce n'est pas un autonomisme militant forcément. C'est un autonomisme de principe, c'est un autonomisme sur la question des rapports entre le Conseil général et l'administration centrale. Donc, il y a une aspiration quelque part à ce que les Guadeloupéens, disons, aient plus de latitude face à l'administration. Mais ce n'est pas un autonomisme nationaliste. Ce n'est pas un autonomisme qui se fonde sur une conscience nationale et une conscience anti-française. Absolument pas. Alors, si bien qu'en fait, on est dans le vague. En réalité, en Guadeloupe, on est dans le vague. Et on a témoignage hein, à travers les débats du Conseil général, les journaux, que la plupart des Guadeloupéens, des hommes politiques guadeloupéens, ne savent pas trop que faire, d'autant plus qu'ils n'ont pas été associés
Alors ça, c'est aussi une particularité historique, il faut dire. La Guadeloupe n'a pas du tout été associée à la réflexion sur la loi de départementalisation. Césaire et le Parti communiste français, par l'intermédiaire de Césaire et de Bissol, a proposé la loi pour, avec Vergès et le Père Venche à La Réunion, a proposé la loi pour les 4 territoires, les 4 vieilles colonies, sans passer par la Guadeloupe. Parce qu'à ce moment-là, le principal représentant politique en Guadeloupe, c'est Valentino, et Valentino n'est pas pour l'assimilation. Alors, entendons-nous bien, vous avez dit tout à l'heure l'assimilation intégrale, c'est juste de le dire, parce qu'il y avait 2 conceptions possibles de l'assimilation, historiquement possibles. Assimilation intégrale ou assimilation mitigée. Assimilation mitigée voulait dire que, bon, on choisit ce sur quoi, globalement, une sorte de menu à la carte, si vous voulez, on choisit ce sur quoi on veut être assimilé pour, disons, effacer ou atténuer ou changer les stigmates coloniaux. Ça, c'est l'assimilation mitigée. Ça a été la position souvent des majorités politiques en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Et puis, il y a la position de l'assimilation intégrale, c'est-à-dire la meilleure possibilité, ben c'est tout simplement de transformer la colonie en département, le département étant la plus petite unité administrative de la République. Comme ça, on se rassure qu'on n'aura pas passé par un ministère quelconque. D'ailleurs, au départ, les communistes, donc Rosan Girard et Aimé Césaire ont défendu dans leur parti cette position, qui ne voulaient pas le ministère des DOM, ils ne voulaient même pas le ministère des DOM, ils voulaient être directement, que la Guadeloupe, la Martinique, pour toutes les affaires les concernant, soient directement administrées par leurs ministres respectifs de tutelle, complètement intégrés. Et cette vision qui existait a été triomphante au sortir de la guerre. Elle a été triomphante au sortir de la guerre. En l'espace de quelques mois, alors qu'elle était une alternative possible pour la Martinique, elle triomphe complètement en Martinique. Globalement, presque toute la classe politique martiniquaise suit cette vision assimilationniste. En Guadeloupe, elle est partagée. Elle est partagée. Il y a des assimilationnistes totaux au Parti communiste et ailleurs. Et puis, il y a des gens qui se disent, ouais, mais attention, enfin, il faudrait faire attention, il faudrait quand même garder quelques leviers qui soient les nôtres, etc. Bon, voilà, c'est les 2 positions dans les 2 pays respectifs. Alors, est-ce que l'État l'État va accélérer? Quand on regarde du point de vue, disons, même du calendrier, même en admettant que nous sommes à la fin de la guerre et que tout se fait en même temps, qu'il faut tout reprendre en même temps, on peut constater que l'État va considérablement accélérer le processus de départementalisation, sur le papier du moins. Parce que c'était très important pour affirmer, disons, l'intégrité et l'unité de la France dans le monde. Je vous rappelle quand même que les vieilles colonies, c'est 2 continents, touchent à 2 continents, 2 espaces géographiques, je ne vous le dirai pas, que c'est la Caraïbe, c'est l'Amérique du Sud et c'est l'océan Indien. Donc, c'était quelque chose d'important d'affirmer la présence française intégrée dans la République, de telle sorte que ça ne puisse être contesté par aucune puissance extérieure, cette puissance extérieure pouvant être soit les États-Unis, soit l'Angleterre, même si elles sont alliées. Donc, première chose. Deuxième chose, bon, intégrer rapidement parce que, bon, la France qui a vaincu finalement, qui se trouve à la table des vainqueurs d'Hitler, veut affirmer son antiracisme. Et son antiracisme face également aux colonisés. Ça, il y a un moment psychologique important, mais qui ne va pas durer longtemps, hein, mais qui va durer, disons, quelques mois à 2 ans, où la France se veut le champion de l'antiracisme. Donc, et comme elle a des colonies, elle ne va pas faire comme l'Angleterre, elle ne va pas les larguer vers un seul gouvernement, elle va les intégrer. Et ça, elle va retrouver, disons, sa vieille tradition assimilationniste, sa solution assimilationniste au problème colonial. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur un point, cette question de l'autonomie, qui est d'ailleurs
quand même d'actualité, c'est un peu un marronnier politique qui revient de temps en temps. Et c'est pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie à cette époque-là? Et est-ce qu'on peut dire que Césaire et Rosan Girard sont des autonomistes convaincus? Entendons-nous bien, là encore, quand vous dites à cette époque-là, précisons si vous voulez, la fourchette chronologique. En 1946, 1940, au moment où est votée la loi d'assimilation, la loi de départementalisation, la question, le mot autonomie ne sonne pas comme il sonne dans les années 50 ou comme il sonne à nos oreilles aujourd'hui. Hein, absolument pas. Ni d'ailleurs dans l'esprit des Français, ni dans les cercles politiques dirigeants de la France, ni également en Guadeloupe et en Martinique. L'autonomie, il n'y a pas de revendication politique autonomiste chez nous. Le terme est connu, il est employé, mais quand il est employé, c'est par exemple l'autonomie financière. On parle de la question de l'autonomie financière, par exemple. Ça, c'est concret. C'est une autonomie précise, une autonomie financière. Une autonomie décisionnelle, par exemple, pour fixer les lois de douane. C'est une autonomie précise dont on parle au Conseil général de la Martinique, au Conseil général de la Guadeloupe. Et donc, nous qui regardons les choses de l'extérieur, nous, par exemple, historiens, on peut qualifier les personnalités politiques qui allaient dans ce sens-là a posteriori d'autonomistes, mais ils ne se sont jamais qualifiés au moment de leur action d'autonomistes. Prenons l'exemple de la Guadeloupe. Achille René Boisneuf, que je peux qualifier avec d'autres collègues historiens qui ont travaillé sur Boisneuf, de proto-autonomiste ou de pré-autonomiste, ne s'est jamais qualifié comme tel. Ne s'est jamais qualifié comme tel. Et sans doute, si on l'avait accusé d'autonomisme ou de séparatisme, comme on lui a dit parfois, ah ben, il s'indignait très fort. Parce qu'en fait, c'est un comment dire, localisme, si vous voulez, qui aurait peut-être amené, s'il s'était développé, à une stratégie autonomiste. En fait, mais c'est une notion quand même, c'est cette génération de, comment dire, des intérêts locaux. Quels sont les intérêts locaux? Et que cette métropole, dont pourtant ils admirent à la fois la culture, à la fois les droits politiques, à la fois la culture politique, la République, etc., donc ils sont tout à fait tenants, cette métropole peut menacer leurs intérêts particuliers. Et c'est ça l'autonomisme, on peut le résumer à ça. Encore que maintenant, si on distribue la question de l'autonomisme vu par, disons, ce qu'on pourrait appeler la plantocratie, n'est pas le même autonomisme vu par, disons, ceux qui sont issus, disons, de la population de couleur de la majorité sociale. Parce que souvent, si vous voulez, l'autonomisme, avec les guillemets, hein, vous avez bien compris, de la plantocratie était une façon d'échapper à la loi commune qui pouvait les contraindre. Et ça, on le voit avant 1946. On le voit dès l'entre-deux-guerres, si vous voulez, sur la question des lois sociales, etc. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une loi sociale, par exemple, au moment du Front populaire, prenons l'exemple de 1936, au moment où il y a des lois sociales en 1936 qui sont prises en France, les usiniers de Guadeloupe et de Martinique sont vent debout contre les applications de cette loi. Et c'est précisément parce que nos personnages, Césaire, Girard et les autres, avaient cette expérience-là, qu'ils pensaient, peut-être naïvement, dirons-nous aujourd'hui, qu'ils pensaient que l'intégration fonctionnelle les aurait garantis de ces difficultés, de ces balancements, de ces hésitations, de ces non-applications automatiques. Mais ça n'a absolument rien changé, puisque je rappelle qu'il y a d'une part la Constitution, d'autre part la loi de 1946, qui admet bien sûr des adaptations. Donc, ça n'a absolument rien changé, si vous voulez, dans la pratique, sinon, si vous voulez, une avancée de principe dans l'intégration. Donc, l'autonomie n'est pas un mot d'ordre à ce moment-là. Ce n'est pas un mot d'ordre. La question est posée seulement lorsqu'elle est posée, c'est-à-dire quel statut pour la... Alors, par contre, ceux qui seront les plus autonomistes ne seront pas en Guadeloupe et en Martinique. Ce seront les Guadeloupéens et les Martiniquais de France. Je ne parle pas des années 50, hein, je ne suis pas encore dans le mouvement étudiant, je suis toujours dans le contexte de la fin de la guerre.
45-46. 45-46, vous avez eu toujours une petite fraction émigrée, bon, bien sûr d'étudiants, mais aussi de gens de fonctionnaires, de professions libérales, avocats, etc., d'Antillais en France. Et ceux-là, alors je ne dirais pas tous, évidemment, mais ceux-là sont traversés par des courants effectivement autonomistes. Il y a des ouvrages qui paraissent, des adresses qui sont faites. D'ailleurs, ils se constituent en comité pour demander au Conseil général de la Guadeloupe et de la Martinique surtout de ne pas voter cette loi dont on parle, de la loi de départementalisation de 46, parce que ce sera la perte de notre possibilité de décider de nous-mêmes un certain nombre de choses, notamment enfin, en termes de douane, etc. Et certains personnages qu'on va retrouver par la suite dans le mouvement autonomiste, anticolonialiste, nationaliste ou proto-nationaliste des années 50-60 sont déjà là en 1946 à tirer la sonnette d'alarme pour dire de ne pas voter la loi du 19 mars 46. Alors, l'autonomie maintenant à laquelle on pense, c'est l'autonomisme des années 50. Alors, il se manifeste véritablement à partir, il y a une date rupture, hein, et qui d'ailleurs rejoint une date mondiale, c'est 1955, Bandung. Je crois que c'est avec Bandung, véritablement, que les Antillais commencent à se poser la question d'un autre choix que celui de la départementalisation, parce que jusque-là, bon, disons, ça maugrait, ça coince, on s'insurge, mais on s'insurge surtout contre les retards. On ne comprend pas pourquoi par exemple, il n'y a pas telle loi qui est arrivée plus vite dans tel domaine. Comment se fait-il qu'on paie encore de tels salaires dans les habitations, etc. Donc, on s'insurge contre les retards de la loi. On ne comprend pas l'administration. On ne comprend pas, disons, également, par exemple, cette fameuse grève des fonctionnaires sur la vie chère, etc. Donc, si vous voulez, mais il n'y a pas une revendication qui sorte de la vision, disons, de l'intégration, jusqu'en 1956. Je crois qu'on peut parler de mouvement autonomiste, je pourrais dire moderne, si vous voulez, anticolonialiste, dans le flux de la décolonisation à partir de 1958. Alors, les étapes, nous les connaissons. 56, c'est la fameuse démission de Césaire, du Parti communiste. C'est également les premières déclarations publiques de Césaire qui dit qu'il faut changer de voie, qu'il faut aller vers une prise en main par les Antillais eux-mêmes de leur destin. Et puis, c'est également les étudiants guadeloupéens qui font le bilan de l'assimilation et qui critiquent non seulement le bilan, mais le principe même de l'assimilation, suivi des étudiants martiniquais, etc. Donc, nous avons, à partir de ce moment-là, un bouillonnement qui se fait aussi bien sur les territoires qu'en France. Et justement, dans ce bouillonnement, prend part une organisation, le Front des Antillais et des Guyanais pour l'autonomie, le FAGA. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et auditrices de quoi il s'agissait exactement? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces deux leaders politiques ne se sont pas impliqués dans cet épisode-là? Alors, très belle question. Alors, le Front des Antillais et Guyanais pour l'autonomie est né à la fois de l'initiative de quatre personnages, et dans ces quatre personnages, il y avait un qui était plus particulièrement l'initiateur, j'en parlerai tout à l'heure, et puis d'un moment important, d'un moment, on peut dire, dramatique, pas tragique, mais dramatique, qui a lieu à Fort-de-France, ce sont les événements de décembre 59. On peut dire que les événements de décembre 59, c'est en Martinique, à Fort-de-France, que vous connaissez, je crois qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait là-dessus, qui vont précipiter, si vous voulez, qui vont révéler le malaise. Quelques mois auparavant, la Martinique avait voté presque à 100%, 99% presque, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on peut les retrouver, De Gaulle, et avait voté la Constitution de 58.
Césaire, on peut dire même, Aimé Césaire avait en quelque sorte mangé son chapeau et avait appelé à rallier le oui à De Gaulle et au référendum. C'était pas seulement le oui à un personnage, c'était pas seulement un oui à la nouvelle République, à une nouvelle constitution, c'était un oui qui, en quelque sorte, validait a posteriori la loi de départementalisation de 46. Il disait en 58, nous sommes d'accord avec le chemin que nous avons pris en 46. Continuons comme ça. Je vous rappelle que nous sommes entre 56 et 58, il y a la montée quand même de l'idée de l'autonomie et de l'idée de notre statut politique, d'une autre voie, mais surtout de notre statut, de notre type d'arrangement. Donc, les événements de décembre 59 arrivent comme une bombe, ils sont complètement inattendus. Un incident raciste, en fait, quand on revient, on se rend compte d'ailleurs que plusieurs mois auparavant, en Martinique, en Guadeloupe, il y avait eu un tas d'incidents opposant les CRS, les gendarmes ou des gens venus d'Afrique du Nord, des administrateurs ou des commerçants venus d'Afrique du Nord avec la population locale. Donc, il y avait déjà une certaine tension raciale, mais ce qui était nouveau, c'est que ce n'était pas une tension raciale, j'allais dire traditionnelle, c'est-à-dire interne à la société d'habitation, c'est-à-dire entre Béquet mais une tension raciale externe, contre les métropolitains, ou entre métropolitains, si vous voulez, et populations locales. C'est très important à comprendre cela. C'est très, très, très important à comprendre parce que, par exemple, en Martinique, l'élément Béquet, entre guillemets, qui est un élément majeur tant du point de vue social, économique que sociologique et psychologique, n'interviendra pas du tout dans les événements de décembre 50. Il laissera les choses se faire, j'allais dire, pour passer chez quelqu'un de leur pureté de cristal, en quelque sorte. Et en disant dans le privé, ben on vous l'avait déjà bien dit, que ça amènerait là. Bon, donc si vous voulez, ça c'est le déclencheur qui va entraîner la mort des 3 jeunes à Fort-de-France, qui va entraîner dans un contexte qui est le contexte de 1960, ça se passe en décembre, nous sommes tout de suite en 1960 l'année d'après, dans un contexte qui est celui où on va déjà vers la fin de la guerre d'Algérie. Elle est atroce, cette fin de guerre d'Algérie, mais elle est quand même inéluctable. Et particulièrement, De Gaulle, qui vient d'arriver au pouvoir, qui a été rétabli au pouvoir, a déjà fait savoir qu'il admettrait l'autodétermination de l'Algérie. Donc, qu'est-ce qui est pensé? Il est pensé à ce moment-là que, bon, ben voilà, c'est le tour des Antilles. Les Antilles se réveillent. Et il n'y est pas jusqu'à Hans Fanon, qui, depuis Tunis, pense que, ben voilà, enfin mes frères antillais se réveillent et nous allons, nous également, enclencher la lutte de libération nationale totale contre le colonialisme français. Donc, voilà la description. Et 4 personnages prennent l'initiative dans ce bouillonnement qui agite, qui émeut l'immigration antillaise et guyanaise, prennent l'initiative de convoquer d'abord une lettre, ensuite un comité, et puis finalement un comité qui va faire les assises du Front antillo-guyanais. Donc ces personnages, je cite d'abord l'initiateur principal, c'est Marcel Manville, le trinitéen Marcel Manville, l'avocat Marcel Manville, communiste, qui avait une particularité quand même, il était à la fois communiste, il n'a jamais rompu avec le PCF, et en même temps, il était nationaliste. Il était très, comment dire, d'ailleurs, très impliqué, si vous voulez, d'ailleurs, dans le combat du FLN qu'il avait défendu comme avocat du FLN, qu'il défendait toujours comme avocat du FLN. D'ailleurs, on va plastiquer sa maison, l'OAS va lui plastiquer sa maison. Manville était un véritable, ceux qui l'ont connu pourront vous le dire, c'était quelqu'un d'entier, un véritable baroudeur également. Donc Manville, c'est le personnage principal. Il y a également avec Manville le jeune à l'époque Glissant. Et puis il y a Marie-Joseph. Marie-Joseph est moins connue, c'est le moins connu des 4, parce que Marie-Joseph était également martiniquais. Il était un ancien cadre du Parti communiste martiniquais qui avait été muté autoritairement en France. Il était cadre des douanes. Il avait été muté autoritairement en France, donc il était installé en France, mais il avait continué à militer au Parti communiste et à militer en direction à la CGT,
à la direction des ouvriers antillais de chez Renault en particulier. Et puis, le quatrième personnage important, c'est un Guadeloupéen, par contre, c'est Albert Béville. Albert Béville, de son nom de plume Paul Niger, puisque c'est également... Alors, lui, il est particulier, il est administrateur des colonies, de sa profession. Il a fait partie, dans les années en 1945-46, de ceux qui avaient dit « Surtout, ne faites pas ça, ne mettez pas les Antilles département français, ce serait une grave erreur. » Donc, il était un anti-assimilationniste convaincu. Et puis, il avait eu en plus l'expérience concrète à la fois de l'administration coloniale et en même temps de la décolonisation de l'Afrique, puisque dès 1956, le gouvernement socialiste, notamment le Gaston Defferre, avait entamé, si vous voulez, cette loi cadre qui devait permettre progressivement une décolonisation de l'Afrique subsaharienne, de l'ancienne AOF et AOF. Donc, autrement dit, si vous voulez, vous avez 4 personnages qui vont pousser au fond. Vous n'avez pas de communistes, vous n'avez pas de... Alors, personne qui est la plus proche, oui, vous allez me dire, il y avait Marie-Joseph et puis il y avait Manville, mais Marie-Joseph n'était pas un cadre communiste à ce moment-là, c'était un communiste en France un petit peu comme tout le monde. Et puis, il y avait Manville qui était un communiste d'idées, mais pas du tout de parti, c'est-à-dire qui était complètement libre de ses initiatives, qui était d'ailleurs très indocile. Il y a 2 personnages qui se ressemblent beaucoup, c'est Jacques Vergès et Marcel Manville. Bon, c'est une histoire à refaire ou à compléter, hein, parce qu'elle est très importante. Et c'est-à-dire, ce sont des communistes d'idées, mais ce sont des communistes qui ne mettent pas leur dogme avant leur conviction également de nationalistes et d'anticolonialistes. Pourquoi Césaire? Tout simplement parce que, premièrement, pour Rosan Girard, c'est très clair, Rosan Girard, à ce moment-là, il est en France. Il n'est plus député de la Guadeloupe. Il a des difficultés avec son parti, parce qu'il est encore co-secrétaire général du parti, parce que le parti, précisément pour étouffer les divergences, a mis 2 secrétaires généraux qui en fait se neutralisent en réalité. Rosan Girard est un autonomiste convaincu, mais son parti traîne des pieds à l'autonomisme et en même temps, Rosan Girard est sous la pression, disons, des événements du moule, enfin, contexte du moule, où il est un maire constamment, où son pouvoir municipal est constamment suspendu par le gouvernement. Donc, Rosan Girard est dans une difficulté personnelle, politique, même s'il est toujours très populaire en Guadeloupe, mais il n'est pas sur le terrain, il n'est plus sur le terrain. Et il n'a plus véritablement en main l'outil du parti, même si ses autres camarades ont des difficultés à le contester en face, à discuter en quelque sorte son autorité en face. Et Césaire est en rupture de parti. Il ne faut pas oublier que 56, il a démissionné, et le PPM, son nouveau parti, n'apparaît que 2 ans après. Donc, si vous voulez, Césaire n'a pas glissé d'un parti à l'autre. Il a constitué le PPM, et le PPM est constitué au départ avec ses anciens césariens, des anciens communistes qui ont quitté le parti avec Césaire, par fidélité à Césaire, mais aussi avec des gens de droite, avec des gens venus d'ailleurs. Le PPM est quelque chose de très composite, de très hétéroclite à ce moment-là. Et avec d'ailleurs une vision, disons, politique extrêmement floue. Le PPM n'est pas autonomiste. À ce moment-là, le PPM n'est pas officiellement autonomiste. Officiellement. Il faut le rappeler. Il le deviendra après. Il faut attendre 67 ou 68 pour que le PPM officiellement prenne position pour l'autonomie. Donc, il y a une position de flou. Et puis aussi, la situation de Césaire, qui est toujours très populaire, mais elle a quand même été, j'allais dire, un peu bousculée par les événements de 59. Les événements de 59 ont eu lieu à Fort-de-France. Et l'administration, Césaire n'était pas là à ce moment-là, c'est donc son premier adjoint, M. Aliquer, le docteur Aliquer, qui tenait l'administration de Fort-de-France, a été complètement absent disons, du maintien de l'ordre. Donc, en fait, tout le monde a été pris de court, et sur le terrain,
bon, il n'y a eu que quelques militants issus pour la plupart des jeunesses communistes de Martinique qui se sont retrouvés sur le terrain. Donc, ça a été une manifestation, 1959, spontanée, de masse, populaire, même plus large que populaire, parce que beaucoup de lycéens, de jeunes ont participé, mais en fait sans direction. Et le parti qui pouvait tirer bénéfice de cela, c'était le Parti communiste martiniquais, qui avait effectivement un peu gauchi ses positions depuis la scission avec Césaire. C'est-à-dire que c'était montré d'un certain autonomisme radical, disons. Sauf que le Parti communiste, il existe à ce moment-là, mais il est quand même tout de même en difficulté politique du point de vue électoral à Fort-de-France. Il n'est plus le parti dominant à Fort-de-France. Donc voilà. Alors Césaire là-dedans, eh ben Césaire effectivement va adopter sans doute, il n'a jamais expliqué vraiment. Mais en tout cas, tous les Guadeloupéens et les Martiniquais que j'ai pu rencontrer et qui ont travaillé avec Césaire ont été extrêmement critiques, si vous voulez, vis-à-vis de ce qu'ils appelaient un louvoiement perpétuel. Et en particulier, à ce moment-là, Césaire, on dirait qu'il s'arrange pour ne pas être là au moment des grands rassemblements. Alors, il participe, mais de loin, il envoie un soutien, il envoie un mot de soutien, par exemple, au meeting qui se produit à la Mutualité à Paris, après les événements de décembre 59, il y a un mot de soutien de Césaire. Ensuite, il y a des lettres de soutien, il y a des interventions à l'Assemblée nationale, il est député. Mais dans les initiatives politiques, par exemple au moment des assises du Front antilo-guyanais en avril 61, il n'est pas là. Il n'est pas là. À un autre moment encore, il y a une autre réunion importante, il n'est pas là et il ne se fait pas représenter. Et en même temps, il faut dire aussi, pour terminer, que les deux partis martiniquais, Parti communiste et PPM, qui existaient là, se surveillent. Et leur préoccupation à chacun, c'est que l'un ne prenne pas l'initiative populaire sur l'autre et ne contraigne pas l'autre à le suivre à la lettre. Donc voilà un peu essayer de tracer Oui. tissu relationnel assez à grands traits pour vous dire pourquoi Césaire n'est pas Césaire et Girard. Alors Girard tout de même sera présent au Front, au congrès du Front, mais effectivement il sera, disons, sous une position relativement de réserve. Il va donner sa position, il va d'ailleurs dire ses divergences avec les dirigeants du Front, notamment sur la question du jugement qui avait lieu de faire sur la loi de départementalisation. Girard ne va jamais condamner a posteriori la loi de départementalisation, comme Césaire d'ailleurs, contrairement aux gens qui étaient les initiateurs du Front, contrairement à Béville, contrairement à Manville, qui véritablement était déjà dans une optique de l'émergence d'une autre pensée politique, qui est une pensée nationaliste. Mm-hmm. Aimé Césaire quitte finalement le Parti communiste en 1956. Comment cela est-il perçu par Rosan Girard? Rosan Girard a dit avoir été extrêmement surpris de la décision de Césaire, qu'il connaissait. Bon, je ne pense pas qu'ils avaient développé des relations d'amitié. Je n'ai pas vu ça, ni chez Girard, ni chez Césaire d'ailleurs, à qui j'avais posé la question de son vivant. Ils n'ont pas développé des relations d'amitié. Par contre, Césaire était plus lié avec Gertier Archimède, la femme, la députée communiste de la Guadeloupe. Avec Girard, c'était des relations de camaraderie. Au moment où Césaire démissionne, Girard non seulement ne démissionne pas du Parti communiste, mais Girard condamne Césaire. D'accord. Girard condamne Césaire et même, ça a été un de nos points de divergence d'ailleurs au moment où je l'ai rencontré, mais je maintiens. Et il s'excuse même auprès de Thorez
de la démission de Césaire. Il s'excuse au nom des Antillais auprès de Torres de la démission de Césaire. Bon, on peut comprendre cet aspect-là de façon différente. Restons sur un point. Girard est communiste. Girard est communiste doctrinaire, peut-être plus que Césaire d'ailleurs. Il est communiste, il est marxiste doctrinaire, sans doute plus que Césaire. Il va même, si vous voulez, j'allais dire, être un acteur actif du barrage à Césaire au sein des partis communistes de Martinique et de Guadeloupe, et dans l'émigration antillaise. Et puis, deuxième chose, il ne va jamais, alors qu'il est pourtant très, comment vous dire, très lié à la culture populaire guadeloupéenne, à la pâte populaire guadeloupéenne, qu'il connaît vraiment de façon très intime, et très, très, très intime, il ne va jamais admettre la notion de négritude de Césaire. C'est toujours quelque chose qu'il va profondément rejeter. Et l'aspect négritude, l'aspect de mettre la culture en avant, c'est un politique. Profondément, Girard est un politique. Et puis je pense qu'il y a une autre raison qui fait que il ne suivra pas Césaire dans sa scission, c'est que à ce moment-là, Girard est confronté à des assauts mais du colonialisme qui sont extraordinaires, donc je raconte en détail dans mon livre, à Moule, des choses que Césaire n'a pas connues. D'accord. Et là, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte et je crois que a posteriori, les services français, les administrations ont très bien joué les personnages, connaissaient leurs points forts, leurs points faibles, leurs points forts dans le peuple, leurs points faibles dans le peuple, etc. Par exemple, je vous donne deux cas de figure. Quand, là nous sommes sur, sans personnaliser trop, quand, par exemple, en 58, il est discuté, les historiens ont accès à ces discussions, courriers privés, mais aussi des réunions au plus haut niveau. Quand il est discuté de déployer en quelque sorte l'appareil idéologique gaulliste pour faire voter la Constitution de 58, il n'est pas envisageable pour De Gaulle que la Constitution ne soit pas votée. Si la Constitution pouvait être votée à l'unanimité, ça aurait été la moindre des choses pour lui. Donc, il n'est pas possible que la Constitution soit votée à une majorité faible, premièrement. Mais deuxièmement, il n'est pas possible que sur un territoire, une portion de territoire de la République, qui deviendra significative si ce sont des îles outre-mer, que cette Constitution ne soit pas votée. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, les communistes sont, en 58, sont pour le non, mais en plus que Césaire s'oriente vers le non en 58. Et là, on peut très bien retracer les choses. Césaire s'oriente vers le non, parce que tout simplement, la Constitution n'a pas pris en compte du tout le cas des DOM et ne prévoit aucune chose. Et qu'est-ce que font les gouvernants au plus haut niveau? Bon, il faut s'occuper de Césaire. Le préfet, il y a tout un échange de courrier entre le préfet Boissier et le secrétaire du gouvernement et le ministère des DOM et le Premier ministre, et ils vont déléguer Malraux pour accueillir Césaire. Et qui est-ce qui va accueillir Césaire d'abord quand Césaire va aller en France? C'est Pompidou qui a fait Normal Sup avec lui, etc. Et ils vont parler, avant de parler politique, ils vont parler lettres. C'est-à-dire, et psychologiquement, c'est très important. C'est très important de le savoir. Et de l'autre côté, bon, Rosan Girard, lui, le contact extrêmement direct, charnel, presque spirituel qu'il avait avec les Guadeloupéens, c'était quelque chose qui était absolument insupportable. Et par contre, il fallait casser son parti, son appareil. Et c'est là qu'on va voir des manœuvres à l'intérieur des préfets pour pouvoir isoler Girard du reste de son parti. Très bien. Vous l'avez évoqué juste avant, à partir de 1958, Rosan Girard change lui aussi de posture dans le parti qu'il a fondé. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Premièrement, Rosan Girard, la différence, encore une fois, entre Césaire et Girard,
Césaire est un porte-étendard du Parti communiste, mais ce n'est pas le dirigeant principal du Parti communiste. La ligne du parti n'est pas faite par Césaire et ne passe pas forcément par lui. Première chose. Alors que Girard, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout le Parti communiste guadeloupéen repose sur Rosan Girard. Et c'est le dirigeant incontesté. Alors, incontesté, oui, mais pas forcément incontestable. C'est-à-dire que vous savez, quand vous avez une personnalité extrêmement forte et qui écrase, si vous voulez, les débats, l'analyse, qui est à la fois un théoricien mais un praticien, etc. Rosan Girard, il faut le connaître, hein, c'est quelqu'un qui avait une voix extrêmement forte, extrêmement, alors je ne dirais pas autoritaire, mais puissante, si vous voulez, puissante avec des arguments puissants, une logique implacable. Bon, il se produit un phénomène qui se produit souvent dans les organisations politiques. Ouais, mais on en a marre, quoi. On en a assez, et ce serait bien qu'ils ne reviennent pas, ce serait bien qu'ils soient un peu plus loin, ce serait bien que, qu'ils se taisent un peu. Bon, on va faire ça, mais on va pas le lui dire, etc. Donc, en fait, il y avait une sorte de fronde qui avait lieu au sein du Parti communiste contre Rosan Girard, à peu près, disons, dès 1957. Et cette fronde, elle va même gangréner le bastion de Rosan Girard, c'est-à-dire la ville du Moule. Elle va créer à un moment donné deux factions à Moule, une faction qui va contester Rosan Girard, pas tellement politiquement, mais surtout sur son absence. Il vit en France, sur sa personnalité, sur ses alliances, sur telle ou telle décision. Bref. Et puis, une fraction qui sera plus à l'intérieur du Parti communiste, qui sera plus d'appareil. Et donc, il y aura donc une divergence entre Rosan Girard et ses partisans qui seront sur une base très affective et l'appareil du parti. Et si bien que lorsque Rosan Girard viendra proposer à l'appareil du parti un changement, une accentuation de sa politique vers l'autonomie, avec toute une vision politique de ce que devait être cette autonomie et les moyens de mobiliser les masses pour cette autonomie, il ne sera pas suivi. Enfin, il ne sera pas contesté ouvertement, mais il ne sera simplement pas suivi. Il y a une façon que nous avons, et là, il faut toujours intégrer la question culturelle dans l'analyse politique et donc par conséquent dans l'analyse historique. Disons, nous avons une façon très antillaise. En pas d'accord, mais en quatrième pied, un pays ne diront pas d'accord, mais en pas à fait. Voilà. Girard a été victime de ça pendant plusieurs années. Il y a plusieurs anecdotes d'ailleurs que j'ai pu vérifier en plus. Hein, je n'ai pas simplement suivi là-dessus ses confidences ou bien ses souvenirs que j'ai vérifiés et qui le montrent. Il voulait qu'il était de moins en moins suivi, tout en restant une personnalité de lui. Alors, finalement, quels sont selon vous aujourd'hui les héritages politiques de ces deux grandes figures? Là, vous me posez une colle. J'avoue que je serais très... Non, c'est une vraie colle, c'est une vraie colle. Je peux essayer d'y répondre, mais j'allais dire un peu à chaud. D'abord, si on reste sur le plan de la comparaison, je pense que Aimé Césaire a un héritage politique en Martinique. Alors d'abord, bien sûr, il y a l'héritage politique césarien au plan de la pensée, au plan surtout de la poésie. Je pense qu'elle imprègne, je pense, toute la planète. Hein. Elle est beaucoup plus ample que la Martinique et que la Guadeloupe. Hein. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, s'agissant de l'héritage politique, plus précisément politique, je crois que Césaire a laissé un héritage politique à la Martinique. À qui veut prendre? Oui. Sans doute au PPM, à son parti, évidemment. Je ne pouvais pas le couper de son parti. Mais je crois aux Martiniquais, d'une façon plus générale. Alors, qui est un héritage, j'ai souvent tendance à dire, un petit peu en plaisantant, que Césaire, c'est un petit peu comme un totem planté au milieu de la tribu. Oui. Au milieu de la tribu, c'est-à-dire, vous avez la tribu martiniquaise, en admettant que ce soit un village indien, amérindien, et puis vous avez le totem planté au milieu, et là, le totem, on est obligé de lui rendre grâce, de lui rendre hommage, parce que c'est l'esprit tutélaire. Il est devenu l'esprit tutélaire de la Martinique.
même si bon, on peut lui rendre grâce et faire autre chose. Mais si vous voulez, il est planté là. Bon, Rosan Girard n'a pas cette place. Il n'a pas cette place, incontestablement, et précisément parce que peut-être que la Guadeloupe a moins une pensée unique que la Martinique, peut-être. Peut-être qu'il a été combattu, il a été fortement combattu. Et Rosan Girard n'a jamais été hégémonique aussi de son temps. Hein. Il a été dominant, mais n'a jamais été hégémonique. Donc, il a toujours été combattu. Le Parti communiste a toujours été combattu également. Les indépendantistes ont toujours... Bref, si vous voulez, vous avez, disons, un climat beaucoup plus de dissensus politique, j'entends, en Guadeloupe, en Martinique, qu'en Martinique. Alors, si bien que l'héritage de Rosan Girard, bon, je crois qu'on ne le voit pas, hein. Ni du côté du Parti communiste, même s'il est périodiquement un peu remis à la mémoire, ni du côté des indépendantistes, parce que Rosan Girard n'était pas indépendantiste. Il n'a jamais été indépendantiste. Il a critiqué fortement les indépendantistes, et les indépendantistes le lui ont bien rendu également. Donc, si vous voulez, même si Rosan Girard, à la fin de sa vie, apparaissait comme une sorte de père du militantisme anticolonialiste, il n'a jamais fait, si vous voulez, l'unanimité ni l'unité. Et donc, par conséquent, son héritage était un peu suspendu, je pense. Bon, je pense avoir, par mon ouvrage, l'ouvrage que j'avais fait publié en 1994, et puis republié avec quelques corrections, quelques ajouts, tout récemment, il y a 1 an. Je pense avoir mieux fait connaître Rosan Girard. Mais Rosan Girard est mort. Et il n'y a pas de parti girardiste. Donc, à la limite, c'est un héritage pour tous, pour tout le monde. Je pense qu'il y a à apprendre dans la pensée de Rosan Girard. Alors, dans sa pensée, dans son exemplarité politique, mais dans sa pensée philosophique aussi. Parce que Rosan Girard a une pensée de philosophie politique, par contre, qui est beaucoup plus précise que celle qu'on peut discerner chez Césaire. Souvent, la pensée politique césarienne s'exprime soit par l'action pratique, soit par la poésie. La pensée politique de Girard, on peut la décerner à travers ses textes. Il a écrit, et il a écrit postérieurement à sa vie politique, en prenant d'ailleurs de la distance, puisqu'en faisant ces 3 derniers livres, hein, sont des livres qui sont quasiment des livres d'un humanisme à la fois marxien, on pourrait dire, plus que marxiste, c'est une pensée de distance avec Marx, mais également pour avoir une pensée révolutionnaire pour l'humanité au XXIe siècle. Son dernier livre, c'est pour la révolution du XXIe siècle. Donc, il est resté très révolutionnaire. Tout à fait. Écoutez, merci infiniment, Monsieur Sainton, pour cet éclairage. Vraiment, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous lors de nos podcasts. On précise quand même à nos auditrices et à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver sur notre site tous les podcasts précédents que nous avons déjà enregistrés qui viennent également éclairer, compléter cet échange. Donc, en tout cas, celui-ci nous donne un éclairage supplémentaire sur le climat politique de cette période et puis surtout sur l'idéologie de ces 2 figures qui ont joué un rôle majeur dans notre histoire, ainsi que leurs héritages. Je pense qu'on a quelque chose à y gagner pour appréhender certaines problématiques actuelles. En tout cas, Monsieur Sainton, merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt sur Oliron la Caraïbe. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, Nos territoires, À écouter, à regarder et à lire.